Au Mali, un casque bleu a été tué et plusieurs membres de la force française Barkhane et de la MINUSCA ont été blessés samedi dans une attaque qui a visé le site aéroportuaire de Tombouctou dans le nord du pays. Au Bénin, le camp de l'opposition hier divisé resserre ses rangs dans le but de proposer une alternative crédible capable d'enrayer la gouvernance décriée du régime actuel. On en parle dans cette édition. Et puis le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé un nouveau premier ministre, Aristide Gomez, à l'issue d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, un sommet qui s'est tenu samedi à Lomé, au Togo. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les Sud-Africains ont rendu un dernier hommage à Winnie Madikizela Mandela, icône de la lutte anti-apartheid. C'était à l'occasion d'une longue journée de funérailles nationales hier samedi. Plusieurs dirigeants étrangers, dont les chefs d'État congolais Denis Sassou Nguesso et namibien Hadji Djengob, avaient fait le déplacement. Les images. Des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage samedi à Winnie Madikizela Mandela. La cérémonie organisée près de Johannesburg dans le stade d'Orlando, plein à craquer, conclut 10 jours de deuil national décrété en souvenir de celle qui est surnommée la mère de la nation. I am deeply grateful to have known and cherished this woman that I call my... Je suis profondément reconnaissante d'avoir connu et aimer cette femme que j'appelle ma mère. C'est difficile d'accepter qu'elle n'est plus parmi nous, parce qu'elle était tellement forte. Je suis réconfortée par votre présence et par l'amour palpable que vous lui témoignez à cette femme que nous avons connue en tant que Nomzamo Winifred Madikizela Mandela. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pour sa part salué celle qu'il considère comme un rempart contre l'apartheid et qui a montré le chemin dans les périodes les plus difficiles. The pain we carry in our hearts cannot be extinguished. La peine que nous portons dans nos cœurs est inapaisable. Mais aussi difficiles soient ces moments, nous ne voulons pas que nous soit refusée la joie de nous souvenir de la vie d'une si merveilleuse personne. Lors d'une cérémonie à forte connotation politique, Julius Malema, très proche de Winnie Mandela, a pour sa part dénoncé ceux qu'il avait, selon lui, trahis et qui la pleure aujourd'hui. Mama, you said to us, we must come back to the ANC. We heard you. Maman, tu nous as dit de revenir à l'ANC. Nous t'avons entendu. Mais quelle ANC? Celle de ceux qui t'ont vendu? De ceux qui étaient prêts à te donner à l'ennemi? Maman, pourquoi tu nous as laissés? Ma, come back and leave after giving us a signal. Dans les tribunes, les admirateurs de Winnie Mandela étaient venus célébrer son héritage. Plusieurs dirigeants étrangers, dont les chefs d'État congolais Denis Sassou Nguesso et namibien Hadji Djengob, avaient fait le déplacement. Jesse Jackson, militant emblématique des droits civiques aux États-Unis, et la top modèle britannique Naomi Campbell étaient également de la partie. Pendant 27 ans après le procès, personne n'a vu Nelson Mandela. Il n'y avait pas Internet, pas de téléphone portable, pas de Google, pas de Facebook. Et donc pendant 27 ans, nous savions que Nelson Mandela était en vie car son cœur battait toujours. C'était le cœur de Winnie. Pendant 27 ans, Mandela était dans le noir. Et c'était Winnie qui a gardé le nom de Mandela en vie. Avec sa force et son courage, elle a redéfini la lutte. Elle a rendu cette lutte mondiale, incarnant la joie de la libération. Le cortège funéraire s'est ensuite dirigé vers un cimetière de Johannesburg, précédé de dizaines d'admirateurs dansant sous une pluie battante. L'égérie de la lutte anti-apartheid y a été enterrée en fin d'après-midi aux côtés d'une de ses petites filles lors d'une inhumation réservée aux proches de la défunte.
Au Mali, une dizaine de membres de la force française Barkhane ont été blessés samedi dans une attaque qui a visé le site aéroportuaire de Tombouctou dans le nord du pays. Une attaque au cours de laquelle un casque bleu a été également tué et une dizaine d'autres blessés. L'annonce a été faite par le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. Reportage. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de blessés côté Barkhane et d'un mort et de plusieurs blessés, dont 5 graves côté MINUSCA. Plus tôt dans la soirée, la force de l'ONU au Mali, la MINUSCA, avait annoncé qu'un casque bleu avait été tué dans des échanges de tirs avec les assaillants et qu'une dizaine d'autres avaient été blessés. Elle avait également expliqué que son camp de Tombouctou avait été la cible d'une importante attaque complexe, évoquant des mortiers et une attaque au véhicule suicide. Selon un communiqué du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile, l'attaque terroriste a visé samedi, aux environs de 14h10 GMT, les camps de Barkhane et celui de la MINUSMA sur le site aéroportuaire de Tombouctou. Le communiqué indique que c'est à la faveur d'une dizaine de tirs de roquettes que des terroristes portant des casques bleus à bord de 2 véhicules piégés, dont un aux couleurs forces armées maliennes et un autre avec le sigle des Nations Unies, ont tenté de s'infiltrer dans les 10 camps. L'un des véhicules piégés a explosé, tandis que le second, portant le sigle des Nations Unies, a pu être immobilisé. Au Bénin, le camp de l'opposition hier divisé resserre ses rangs dans le but de proposer à la nation une alternative crédible capable d'enrayer la gouvernance décriée du régime actuel. Autour de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, les anciens présidents Nicéphore Soglo, Thomas Boniaï et d'autres acteurs du monde politique se sont réunis dans le cadre d'une coalition dénommée Coalition pour la défense de la démocratie. C'est un reportage de Kodjovi Ameton. Cette union sacrée des forces vives de la nation est enrichie par la participation de nombreux acteurs sociopolitiques. Le Front pour le sursaut patriotique a porté la voix d'un peuple béninois meurtri, bafoué dans ses droits et humilié dans ses aspirations profondes. Il est inadmissible et impossible pour le peuple d'accepter l'opacité délibérée de la gestion du bien public. Aujourd'hui ou partout, est clamée la nécessité de la transparence dans le monde entier. Il est impossible que le vaillant peuple puisse accepter l'accaparement des ressources vitales du pays par le clan au pouvoir et enfin et surtout accepte la destruction de l'architecture démocratique, institutionnelle et constitutionnelle du pays. Pour cette force dénommée Coalition pour la défense de la démocratie, il s'agit de réfléchir à mettre démocratiquement fin à un régime qui s'illustre par le népotisme, la prévarication et le non-respect permanent des décisions légales de la justice. En cas de non-satisfaction des exigences, le peuple béninois, maître unique de sa souveraineté, sera invité à prendre ses responsabilités conformément à la Constitution. Oui, c'est en respect de l'article 66 de cette Constitution qui stipule, citation, « En cas de coup de force quelconque, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. » L'heure est donc grave et c'est un leader politique avisé patriote que Sébastien Ajavon a décidé de réunir tous ses frères afin de prendre part à ses côtés à la refondation d'un Bénin nouveau. L'heure d'un Bénin nouveau où il fait bon vivre pour tous sonnera-t-elle depuis Diefa? Les jours à venir nous éclairciront. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé un nouveau Premier ministre, Aristide Gomez, selon un communiqué final à l'issue d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu hier samedi à Lomé. Cette nomination qui intervient après des discussions destinées à régler la crise politique qui dure depuis des années sera prise par décret présidentiel le 17 avril prochain à Bissau. Il faut dire que 10 chefs d'État ont pris part
à ce sommet dans la capitale togolaise. Le point avec Ferdinand Gadé. Session extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO sur la situation en Guinée-Bissau. La cérémonie d'ouverture, c'est ce 14 avril 2018 dans la capitale togolaise. 3 discours ont marqué cette cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire sur la situation qui prévaut en Guinée-Bissau. Il s'agit bien sûr du premier discours qui est l'allocution de son Excellence Jean-Claude Kassi-Brou, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, et puis celui de son Excellence Modibo Ibrahim Touré, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau, et le chef intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Et en troisième position, bien sûr, c'est le discours de son Excellence président de la République et chef de l'État en exercice des conférences des chefs d'État de la CEDEAO, son Excellence Faure Esos-Mina Yassingbe, qui, dans son discours, après avoir souhaité la bienvenue à ses pairs dans son pays, a félicité le nouveau président de Libéria, l'ancien footballeur George Weah, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays. Et puis, le nouveau président de la commission de la CEDEAO n'a pas manqué d'être félicité par le président Faure Esos-Mina Yassingbe. La situation d'insécurité qui prévaut dans les pays membres de la CEDEAO a été abordée par le président en exercice des chefs d'État de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, son Excellence Faure Esos-Mina Yassingbe, dans son discours, qui a souhaité que ces crises puissent trouver des solutions afin que la quiétude revienne dans ces pays membres. Vous avez constamment démontré votre attachement à la promotion de la paix au sein de notre espace communautaire en général et en Guinée-Bissau en particulier. Trouver une solution durable à la crise politique et institutionnelle dans ce pays frère est une priorité pour laquelle vous ne ménagez aucun effort. Je veux saluer cet engagement collectif et spécialement le leadership du président Alpha Condé dans ses offices de médiation pour l'application de l'accord de Conakry. Il importe donc que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe refuse de rendre les clés d'une résidence officielle proche de la présidence. Ceci près de 5 mois après sa démission intervenue au mois de novembre dernier, après un coup de force de l'armée. Plus de détails à travers cet élément. Près de 5 mois après la fin de son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe rechigne à rendre les clés d'une résidence officielle proche de la présidence du pays. L'information a été rendue publique par le porte-parole de la présidence zimbabwéenne. Selon plusieurs médias locaux, l'ancien président ne montre aucun signe de départ. Pour rappel, Robert Mugabe, lâché par son propre parti, la ZANU-PF, a démissionné en novembre dernier à la suite d'un coup de force de l'armée. Il est accusé par ses adversaires d'avoir largement confondu les biens de l'État avec ses propriétés privées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. I think there has to be